Bonjour chers étudiants, ce module est destiné aux étudiants de la filière études françaises et il est intitulé Poésie et versification et surtout aussi pour les étudiants de S2. Alors, le module consiste en quelque sorte à la distinction entre la poésie et la versification au début comme premier point. Et surtout des éléments de la versification. Alors, parlons de la poésie. La poésie, avant tout, c'est un genre littéraire, d'ailleurs comme le roman, le théâtre et l'essai, mais c'est aussi un usage particulier du langage, astreint à une mesure qu'on appelle mètre. Il coule, ça veut dire tout simplement qu'il y a des règles à respecter dans la poésie, plus que dans le roman, le théâtre ou bien l'essai. La poésie se distingue aussi de la prose par les règles de la versification, qui feront bien sûr l'objet de ce module. Ces règles-là, ou bien fixent la mesure du vers et de la strophe, comme le cas du jeu sur les sonorités, les variations du rythme à l'intérieur du poème. Le texte poétique s'inscrit, le but tout simplement du texte poétique, c'est que il est facile à mémoriser par le lecteur. Il s'inscrit facilement dans la mémoire du lecteur. Le poète, si on le compare bien sûr à un romancier, c'est un artiste, c'est un créateur qui joue avec les mots pour exprimer de manière personnelle, originale et souvent inattendue sa vision du monde. On le compare surtout à un orfèvre, ça veut dire quelqu'un qui travaille sur les bijoux, pour montrer le travail délicat d'un poète. Par contre, la versification, c'est l'ensemble des règles, des techniques employées dans l'écriture poétique traditionnelle. Autrement dit, la versification ne concerne pas la poésie libre ou bien le vers libre, elle concerne uniquement la poésie traditionnelle, qui respecte un ensemble de règles, comme le cas de l'utilisation du vers, le regroupement en strophes, le jeu des rythmes et des sonorités. Nous avons là une définition de Molino et de Garde, qui définissent la versification comme l'étude de structuration du vers. Vous allez remarquer ici qu'il s'agisse soit de la structure interne, de l'arrangement des vers, de la mesure aussi, ou la mesure comme, vous l'avez ici, les hémistiches, ou bien tout simplement les groupements syntaxiques et rythmiques isolés par des coupes. En quelque sorte, cela montre que la versification est un terme plus ou moins générique qui couvre trois niveaux. Premièrement, vous avez la métrique, deuxièmement, la prosodie et troisièmement, le rythme. Ce sont les trois axes de cette intervention. Alors, premièrement, commençons par la métrique. Le poème, comme on le sait, il est composé de vers, qui est l'unité rythmique de base d'un poème. C'est une suite de mots écrits sur une même ligne. Ça veut dire que normalement, un poème se compose d'un ensemble de vers. Ces vers-là constituent des strophes, mais le mètre concerne uniquement les éléments de mesure dont sont formés les vers. Donc le mètre, il concerne uniquement les vers. Mais c'est aussi un ensemble, une suite de mots écrits sur une même ligne. Dans la poésie française, comme on le sait, l'unité de mesure est la syllabe. Ce qui fait le mètre, quand on parle de mètre, c'est le nombre de syllabes prononcées dans un vers. Donc le fait de comprendre la métrique syllabique, c'est donc d'abord savoir compter les syllabes, ou bien tout simplement effectuer ce qu'on appelle le découpage syllabique. Les différents types de syllabes qu'on peut avoir dans un vers, ou bien même aussi dans un mot, vous avez soit une consonne plus voyelle, comme le cas de me, si, par exemple ma, pa, sa, le, et ensuite, consonne, voyelle, consonne. Regardez ici, consonne, voyelle, consonne, comme le cas ici de coq, mur, pur. On peut avoir aussi uniquement une voyelle, le cas
de la troisième personne du singulier, de l'auxiliaire avoir, ou bien tout simplement la préposition à. On a ici le pronom indéfini en. Les voyelles plus consonnes, comme or ou bien a. Chaque syllabe n'a qu'une voyelle prononcée. Ça veut dire la syllabe normalement est constituée d'une unité prononcée ou bien une unité phonique. Un exemple ici, le chêne un jour des roseaux de la fontaine. On peut diviser ce vers ainsi, chaque syllabe n'ayant qu'une voyelle prononcée. Regardez, le chêne, le chêne, voilà, jour, dit roseau. Ce qui fait, on a combien? On peut compter ici 8 syllabes, donc c'est un octosyllabe. Il y a un petit problème, surtout pour les consonnes doubles, qui restent toujours ensemble. C'est le cas dans la deuxième consonne, quand la deuxième consonne est R, regardez là, après le R là, vous avez la deuxième consonne est R, ou bien quand la deuxième consonne est quoi? Est L, comme le cas ici de complet. Les autres, il y a un deuxième petit problème, c'est le cas des consonnes doubles. La deuxième se liant avec la voyelle suivante. Regardez ici voilà, nous avons ici 2 consonnes. Alors qu'est-ce qu'on fait? On coupe là. Comme ici vous avez aussi 2 consonnes qui sont doubles. Une reste avec la première syllabe et la deuxième avec la deuxième syllabe. Quand on parle du maître, on a 2 petits problèmes qui se présentent pour le découpage syllabique dans la poésie traditionnelle. C'est le cas de le problème du E muet et aussi de la diérèse. Alors, pour le E muet, on le sait très bien, c'est une voyelle qui n'est pas d'habitude prononcée dans la langue parlée. Ça veut dire, quand je dis par exemple le cartable, le E que vous avez à la fin là, il n'est pas prononcé. On l'appelle un E muet. Mais dans la poésie traditionnelle cette voyelle se prononce assez souvent. Alors, quand est-ce qu'il n'est pas compté? C'est à la fin du vers. Regardez par exemple ici, vous avez frère, vous avez ici un E, il n'est pas prononcé. Regardez ici le verbe, regardez à la troisième personne du pluriel, le E intella n'est pas prononcé. Mais le E muet aussi peut se prononcer quand la syllabe ou le mot suivant commence par une consonne. Regardez ici un vers sur les prud'hommes. Regardez ici, vous avez sa grandelle, là, le E là, il est prononcé. Par contre, celui-là n'est pas prononcé parce que tout simplement ici, vous avez quoi? Vous avez un hiatus. Vous avez aussi un E navire, ici le E là, c'est un E muet, il ne sera pas prononcé parce qu'il se trouve à la fin de quoi? À la fin du vers. Regardez encore là deux autres E muets, mais qui sont prononcés, français, mère. Ce qui fait là, si je veux faire le découpage, je peux avoir ici franc, voilà, la première syllabe, deuxième syllabe, troisième syllabe, quatrième syllabe, la cinquième et la sixième syllabe. Donc ici vous avez six syllabes. Le deuxième, donc après bien sûr le problème du muet, il y a le problème de quoi? De la diérèse. Alors, la diérèse, comme on le sait dans la poésie classique d'ailleurs avec, vous avez Malherbe ici, qui est français, qu'est-ce qu'il a fait? Il a proscrit, il a écarté les hiatus. Ça veut dire quoi l'hiatus? C'est-à-dire la rencontre de deux voyelles prononcées. L'exemple ici, regardez, et là, à sa maison, nous avons ici une voyelle, et une deuxième voyelle, mais qui sont les deux, normalement, qui sont prononcées. On appelle ça un hiatus. Mais comme vous le voyez, la poésie classique, qu'est-ce qu'il a fait? Il a proscrit les hiatus. Ça veut dire, tout simplement, il veut éliminer cet hiatus-là. Il ne le prend pas en considération dans la poésie. Mais à partir du XIXe siècle, les poètes ont découvert les effets stylistiques de la diérèse. Ça veut dire que la diérèse peut, en quelque sorte, résoudre un problème. Lequel, ce problème-là, c'est que dans la poésie, certaines voyelles qui sont normalement prononcées en une syllabe peuvent se prononcer en deux syllabes. La diérèse est donc la séparation en deux syllabes de deux voyelles qui se suivent. Regardez le cas ici, lion. Normalement, ce mot lion-là peut être considéré comme une seule syllabe, mais avec le phénomène de la diérèse, je peux le découper en deux syllabes. Le cas ici, au qui de pied, le cas du mot aussi camion. Camion, normalement, je peux l'avoir en deux syllabes,
mion, ou bien ka, mi, yon. Et cela, parfois, grâce à quoi? Grâce à la diérèse. Regardez ici, audacieux, un mot que je peux rencontrer facilement dans un poème. Audacieux, je peux avoir une seule syllabe O, da, donc la première syllabe, la deuxième syllabe, et là je peux avoir une troisième syllabe. Si j'effectue la diérèse, je peux avoir 4 syllabes. Audacieux. Alors, regardez encore un autre vers de Rimbaud. On n'est pas sérieux, Sérieux là, le rieux peut être considéré comme rieux, une seule syllabe, mais avec la diérèse, je peux effectuer le découpage en 2 syllabes, quand on a 17 ans. Il permet donc, regardez là, la diérèse, il permet de prononcer séparément 2 sons, habituellement groupés, pour respecter le maître. Autrement dit, si j'effectue un comptage des syllabes d'un vers et je trouve 11, je dois chercher un mot où je peux effectuer la diérèse et je peux facilement obtenir 12 syllabes, ça veut dire avoir un alexandrin. Ah, donc, le deuxième fait stylistique, donc là ça concerne en quelque sorte le comptage des syllabes, là c'est au niveau de quoi? De la valeur stylistique, c'est quoi? C'est la diérèse, il met en valeur certains mots et des idées, certaines idées. Comment? Regardez ici un exemple. Avant l'expansion des choses infinies, on a effectué ici une diérèse pour donner un sens. Un sens comment? Un sens à ce mot, à ce vers-là. Dans le vers suivant, le poète a choisi d'étendre l'articulation du mot expansion pour lui donner 4 syllabes au lieu de 3, renforçant ainsi le sens du mot. L'extension ou bien l'expansion, tout simplement, c'est pour marquer l'allongement, qu'il y a vraiment une expansion au niveau même du mot et aussi au niveau du sens. Donc dans ce cas-là, vous avez un effet vraiment stylistique et qui est au service de quoi? De la poésie. Alors, la synérèse, au contraire, il permet de prononcer en une seule syllabe 2 sons habituellement prononcés de manière séparée. Donc, regardez ici, lion, on le considère ici comme une seule syllabe, au lieu de quoi? Au lieu de lion, 2 syllabes. Donc, regardez, si dans un poème, on a tous des autres vers sont de 12 syllabes, vous en trouvez un de 11 syllabes, il faut quoi? Il faut relire le vers et chercher un mot avec une combinaison de voyelles telles que, les différentes voyelles que je peux rencontrer ici, et je peux les découper je peux les garder. Oui, oui, et plus souvent, là, les 2 dernières. Donc, s'il vous plaît, donc au début, comme vous le voyez, on a plus ou moins expliqué, procédé à une comparaison entre la poésie et la versification. Ensuite, on a parlé du maître, ça veut dire le découpage syllabique, et les problèmes qu'on peut rencontrer, surtout ici le problème d'hiatus, la diérèse et le E muet. Maintenant, les noms des maîtres, ça veut dire que ces découpages-là qu'on effectue dans un poème, on dit non, tout simplement. On peut rencontrer un vers de 10 syllabes, ça devient un dicasyllabe, un vers de octosyllabes, de 8 syllabes qu'on appelle octosyllabes, ou bien tout simplement un alexandrin. Ces 3-là, ça veut dire l'alexandrin, le dicasyllabe et l'octosyllabe, ce sont les mesures les plus fréquentes dans la poésie traditionnelle. On peut aussi rencontrer des vers de maître impair de 3 syllabes, de 5, 7, 9 syllabes, mais qui sont tout simplement très, très rares. Alors, regardez là, vous avez 12 syllabes, on appelle alexandrin, 11 en 10 syllabes, on dicasyllabe, 10 décasyllabes, un éniasyllabe, octosyllabe, heptasyllabe, hexasyllabe et pentasyllabe. Donc ce sont quoi? Ce sont les principaux types de vers qu'on peut bien sûr rencontrer dans un poème. Alors maintenant, toujours parlons un peu des vers, on a 2 types de vers, les vers, ou bien un vers régulier et un vers irrégulier. Tout simplement, un vers régulier, c'est quoi? C'est un vers qui respecte, qui obéit un ensemble de règles de la rime et de la césure. C'est généralement des syllabes d'1 à 12. Donc c'est un vers
qui fait la caractéristique, qui caractérise plus ou moins la poésie traditionnelle, alors que le vers irrégulier, c'est le vers moderne, ou bien ce qu'on appelle aussi le vers libre. On se libère, donc c'est à partir du 19e siècle qu'on a commencé à se défaire, ou bien encore à se libérer des contraintes du vers classique. Surtout les contraintes de la rime, ou bien, voire aussi de la ponctuation. Alors, vous avez ici une petite récapitulation. Premièrement, quand on parle de la langue des vers, on parle du mètre. C'est le mètre et le nombre de syllabes dans un vers. Deuxièmement, comment on peut compter les syllabes? Est-ce qu'il faut prononcer le E, oui ou non? Il y a l'élision, c'est le fait de ne pas compter un son quand on ne prononce pas. Regardez ici un vers de La Fontaine. Prétendait, arrivé, sans son. Voilà, regardez ici le E muet. Vous avez aussi encore un E muet. Prétendait, arrivé. Donc voilà, sans son. Alors, j'implore ta. Regardez ici, j'implore eux, voilà, ce E-là, il est prononcé. L'unique ici, ce E-là n'est pas prononcé. L'unique, pardon, il est prononcé, unique que, voilà, ces deux E-là sont prononcés, alors que celui-là n'est pas prononcé, voilà, comme, oui, donc les unique, il est prononcé. Que aussi prononcé, et celui-là, il est comment? Il est muet. Alors, la règle générale, pour récapituler, le E muet plus consonne se prononce toujours. Voilà, si on a un E muet plus une consonne, donc comme le cas de me, ou bien de le, ou bien de ce, voilà. Ensuite, vous avez un E muet plus voyelle et en fin de vers ne se prononce jamais, voire le vers de le vers de la Fontaine. Vous avez là. Ensuite, quand il y a un hiatus, ça veut dire les I plus voyelle, comme le cas ici de patient, lion, on peut compter une ou deux syllabes. Si je compte deux syllabes, c'est la diérèse. Si je compte une seule syllabe, c'est quoi? C'est la synérèse. Regardez, constellation, vous avez, c'est un découpage en deux syllabes, donc c'est quoi? C'est une diérèse. On n'est pas sérieux, c'est aussi une diérèse ici, sérieux, oui. Diérèse, c'est le fait de compter de deux syllabes pour le hiatus. Le mot est allongé, donc il est comment? Il est mis en valeur, c'est ce qu'on appelle ici l'effet stylistique de la diérèse. Par contre, la synérèse, c'est le fait de compter uniquement une seule syllabe. Vous avez ici, tout à l'heure, comme je vous dis, il y a des vers impairs et des vers pairs. Voilà, les plus utilisés sont les octosyllabes, les décasyllabes et les alexandrins. Tout simplement parce que le poète trouve plus d'aisance à exprimer son idée à travers ces trois types de vers. Donc, vous avez ici, voilà, c'est un exercice. Regardez, on divise les vers ici en syllabes. Regardez, homme, pourquoi gémir devant la mort des feuilles? Homme, regardez ici un E qui est prononcé, le E là, il est prononcé. Pourquoi? Vous avez deux syllabes, gémir, deux syllabes, une syllabe, vent, deux syllabes. La mort, une syllabe, des feuilles. Et aussi, vous avez remarqué ici, on a quoi? On a une seule syllabe, et ça ne fait combien? Ça ne fait 12 syllabes. Voilà, regardez, et quoi? N'as-tu, et quoi? N'as-tu jamais songé? Pardon, il manque ici un E accent, songé, quand tu les cueilles. Donc c'est la même chose. Il faut quoi? Il faut avoir ici le même nombre de syllabes. Alors, regardez ici, indiquer les syllabes en gras dans les vers suivants sont à lire, pardon, il y a ici un accent, avec diérèse ou bien synérèse. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut tout simplement compter le nombre de syllabes. Alors, le deuxième point sur lequel je vais m'arrêter, c'est quoi? Ce sont les strophes. Donc, si vous avez remarqué, on est parti de quoi? D'une syllabe.
au vers. Et maintenant, c'est quoi? C'est la strophe comme unité aussi de quoi? D'un poème. Donc, les syllabes constituent des vers, et les vers constituent des strophes, et les strophes constituent un poème. Alors, c'est quoi la strophe? C'est un ensemble de vers tout simplement structurés selon un schéma particulier de rime, et éventuellement de mètres séparés des autres vers par une ligne blanche. Ça veut dire entre les strophes, il doit y avoir quoi? Il doit y avoir tout simplement une ligne blanche qui marque qu'on passe d'une strophe à une autre. Un poème classique est normalement construit de plusieurs, on le sait très bien, plusieurs strophes, chacune composée d'une suite de vers égaux en nombre de syllabes. Ça veut dire que le premier vers, si vous avez 12 syllabes, vous devez avoir 2 syllabes dans tous les vers du poème. Traditionnellement, la strophe doit constituer un ensemble syntaxique, il doit respecter un ensemble de règles syntaxiques, mais aussi une unité sémantique complète. Si on trouve une strophe qui est incomplète, ce qui est indiqué le plus souvent par un manque de ponctuation ou par virgule, il faut commenter l'effet stylistique. Ça veut dire que le poète ne fait pas ça par hasard ou bien arbitrairement. Il y a toujours, un effet que le poète cherche derrière ce manque-là de ponctuation. Alors, les différents types de strophes que je peux trouver, vous avez les plus célèbres, ce sont les quatrains et les tercets, mais aussi je peux trouver des strophes de 5 vers, de 6 vers, de 7 vers, de 8 vers, de 9 vers, de 10, 11 et 12. Vous avez le quintet, le sixin, le septin, 7, 8, 9, 10, 11 et 12. Les vers qui composent une strophe peuvent être réguliers, ça veut dire qu'ils ont tous le même nombre de pieds, c'est-à-dire le même nombre de syllabes. Dans ce cas-là, on dit que la strophe elle est isométrique ou irrégulière. Donc quand elle est régulière, la strophe elle est comment? Quand la strophe et les vers sont réguliers, la strophe elle est comment? Elle est isométrique. Ça veut dire que nous avons le même nombre de syllabes. Quand il est irrégulier, un vers irrégulier, on a quoi? Une strophe hétérométrique. Ça veut dire tout simplement qu'il y a une combinaison de vers de plus de mètres dans la même strophe. Voici un exemple du 19e siècle. Regardez là. Déjà, comme on peut le voir, il est facile de voir que le premier vers n'aura pas le même nombre de syllabes que le deuxième vers, et ainsi de suite. Parfois dans certains poèmes, on remarque qu'il y a quoi? La répétition d'un vers. On appelle ça un refrain. Voilà, regardez. C'est quoi? C'est une petite strophe élémentaire où il y a une répétition. Le refrain, qu'est-ce qu'il assure? Il assure la clôture du texte et se répétant chaque fois dans un contexte différent. Voilà, regardez un exemple de Mirabeau. Vienne la nuit sans l'heure, vienne la nuit sans l'heure, vienne la nuit sans l'heure. Ce sont quoi? Ce sont cette répétition-là qui fait le refrain de quoi dans ce poème. Mais il a tout simplement une valeur musicale. Regardez le refrain, il a une valeur musicale et surtout rythmique. Il y a un rythme qui revient dans le poème. Le refrain peut également avoir une valeur sémantique. Il dit et redit l'essentiel de la signification du poème. Donc, vous voyez là que la répétition, comme on le sait, est une figure d'insistance et qui constitue aussi le refrain dans un poème. Merci.